Cette semaine, dans Carnet de santé, nous mettons en lumière les toxicomanes et leur impact dans notre communauté. Nous verrons comment, dans l'État de Washington, les bibliothécaires deviennent les premiers intervenants dans la crise des opiacés. Puis, nous mettrons en évidence les chercheurs qui ont identifié une forme grave de Mpox chez les personnes vivant avec le VIH. Tout cela, c'est dans Carnet de santé. Bonjour et bienvenue dans Carnet de santé. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi et comment les gens deviennent dépendants de la drogue. En réalité, la toxicomanie est une maladie complexe et il faut généralement plus qu'une bonne intention ou une volonté ferme pour arrêter cette habitude nocive. La fabrication de cocaïne a atteint un niveau record en 2020, augmentant de 11% par rapport à 2019, soit plus de 1900 tonnes, selon le rapport mondial 2022 de l'Office de l'ONU contre la drogue et le crime. Dans certaines parties du monde, la légalisation du cannabis semble avoir augmenté la consommation quotidienne de cette substance, spécialement chez les jeunes adultes. Au Mozambique, les gens disent que la consommation de la drogue a laissé derrière elle une traînée de familles brisées et des rêves anéantis. Un centre de réhabilitation à Maputo aide les anciens toxicomanes à faire les premiers pas vers la guérison, comme le montre ce reportage de Sergio Nambi de la VOA depuis Maputo, la capitale mozambicaine. Le récit est signé Blanche Sanou. Derrière ce portail en tôle ondulé sur une ruelle à Maputo, la capitale du Mozambique, des vies sont en train de changer. Les gens se battent pour reprendre leur vie à l'emprise de la toxicomanie. Un homme de 29 ans est l'une des personnes que le groupe d'action contre la drogue en Afrique du Sud, ou Agadia, héberge et soutient. Il suit actuellement un traitement et a demandé à rester anonyme en raison de la stigmatisation liée à la dépendance. Le jeune homme dit que le centre donne de l'espoir à ceux qui luttent contre la toxicomanie et leur donne une nouvelle vie vers la guérison. J'ai commencé à consommer du cannabis ici, dans la ville de Maputo. Ils le vendent même à l'étal. Ils vendent leur propre papier spécial pour le cannabis. C'est normalisé et ressemble à quelque chose que vous pouvez trouver n'importe où. Les luttes contre la dépendance ne se limitent pas au cannabis, car certains revendeurs proposent même de l'héroïne, communément appelée poussière brune, dans le but de rendre les victimes dépendantes de substances plus fortes. Le Mozambique a servi de lieu de transit pour les drogues bon marché pendant plus de 2 décennies, selon une étude de 2018 publiée par une initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée basée à Genève. Et les jeunes hommes et femmes sont la proie de tels pièges. Le président d'Agadia affirme que le jeune homme est arrivé au centre dans un état fragile et qu'il est sous traitement depuis 6 mois. Il est entré dans une phase très critique car il était enfermé dans la pièce. Il n'a jamais laissé personne entrer dans la pièce quand on est allé le chercher. Il n'a pas balayé la chambre, il n'a pas lavé ses vêtements, il ne voulait même pas prendre de douche. Il voulait juste fumer. Plus de 38 millions d'adultes en Afrique, soit environ 7,7% de la population, consomment du cannabis. C'est environ le double du taux enregistré au niveau mondial selon l'ONUDC. Selon les experts, pas moins de 40 tonnes d'héroïne traversent le pays chaque année. Les prestataires de soins du centre Agadia affirment que les personnes aux prises avec des problèmes d'addiction partagent des profils similaires et arrivent dans un état de dépendance déjà avancé. C'est exactement ce qui est arrivé à ce toxicomane en rétablissement. Pour dormir, j'ai dû fumer. Pour me réveiller et revoir des choses, je fume encore. C'est de cette façon uniquement que j'arrivais à rester vivant. Tant que je ne fumais pas, je n'étais pas capable de bien traiter les choses. José Mboa dit qu'il a ignoré les premiers signes de dépendance et tout ce dont il se souvient, c'est qu'il a sémé la terreur dans sa famille et dans sa communauté. Parfois, quand je me souviens de cette vie, je suis un peu mal à l'aise parce que ce n'était pas une bonne chose. Les experts disent que le besoin de réhabilitation est bien plus important que ce qu'ils sont capables de supporter. Peter Mwalukumbi Moja est un psychologue médical qui travaille dans un centre de réadaptation à Mombasa au Kenya appelé Rima Serene Medical Center. Il explique comment on peut savoir si quelqu'un est toxicomane.
Il y a certains comportements que quelqu'un manifeste lorsqu'il a une dépendance. Tout d'abord, si c'est une personne qui est timide, lorsqu'elle consomme de la drogue, peut-être qu'elle se sent coupable d'en consommer, de la quantité, du type de drogue qu'elle consomme. Ces personnes ont tendance à s'isoler, elles ne se joindront pas aux autres dans des réunions de famille ou autres rassemblements. Elles auront plutôt leur propre moment. Une autre chose que vous remarquerez chez les toxicomanes est l'entretien, l'hygiène. Les toxicomanes négligent leur hygiène personnelle et certaines autres choses que vous remarquerez sont une baisse de niveau à l'école parce que les drogues ont des effets psychotropes. Vous ne pourrez pas juger les choses correctement. Vous ne serez pas en mesure de prendre des décisions appropriées au travail et même votre relation avec les autres collègues changera. Les hommes sont plus susceptibles de devenir toxicomanes que les femmes, mais ces dernières sont plus susceptibles de passer de la toxicomanie à la dépendance et à l'addiction. Et les femmes sont également plus susceptibles de se livrer à l'automédication avec des substances illicites comme l'abus des pilules. Cela peut être une drogue comme le fentanyl, qui a un taux de létalité assez élevé en Amérique. Le fentanyl est une opioïde très puissant, environ 100 fois plus puissant que la morphine. Les hommes sont également plus susceptibles d'abuser des substances en raison de la pression des pairs ou d'un groupe. Mais sur le taux de récupération, cela dépend totalement de la personne, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes prêt vraiment à changer, vous changerez et si vous obtenez l'aide qu'il faut. Le temps qu'il faut à quelqu'un pour récupérer ou arrêter complètement dépend totalement d'eux-mêmes, de la réponse aux médicaments que nous leur donnons et leur réponse au traitement dans son ensemble, parce que le traitement implique deux choses. Il y a d'abord la partie conseil et il y a la partie médicale. Pour la partie médicale, nous avons tellement de médicaments que nous pouvons donner aux toxicomanes en rétablissement. Et si c'est un patient psychotique, nous lui fournissons des antipsychotiques. Il existe de nombreux antipsychotiques et de nombreux autres médicaments que nous utilisons pour traiter ces clients lorsqu'ils viennent avec leur dépendance. La dose avec laquelle il a commencé le premier jour n'est pas la dose avec laquelle il finira. Peut-être qu'il a commencé avec 4 mg 2 fois par jour, il va à 2 mg 2 fois par jour, puis nous arrêtons la médication. Et pour ce qui est du conseil, 2 bons mois, c'est purement du conseil. Et le 3e mois est principalement le plan de sortie. Alors, dans quel environnement ce client retourne lorsqu'il quitte la cure de désintoxication? Alors, peut-être qu'il retourne dans le même environnement qui a déclenché ce problème en premier lieu. Non, nous devons donc faire attention à de telles choses lors de notre séance de conseil. Les décès par surdose dus à la drogue de fentanyl ont poussé des communautés à travers les États-Unis à réagir. Dans l'État de Washington, au nord des États-Unis, les bibliothécaires deviennent ainsi les premiers intervenants improbables dans cette dernière vague de la crise des opiacés. Le reportage est signé Natasha Mozgovaya, le récit est de Dini Niwa. Vous le tenez juste comme ça. Vous ne voulez pas le laisser tomber parce que ça peut déployer le spray. Mais ce n'est pas nocif s'il se déploie. Il suffit de recommencer. Gabi Fuentes explique une nouvelle compétence acquise par le personnel de sa bibliothèque, l'administration d'un médicament d'urgence qui peut temporairement inverser les overdoses d'opiacés. Dans le cadre de l'intensification de la lutte contre le fentanyl, la bibliothèque de Tacoma dispose désormais d'un distributeur de naloxone, un antidote qui peut sauver des vies, à côté de son café chaud gratuit et ses tests Covid. Nous avons travaillé avec le Tacoma Needle Exchange pour créer un contrat qui nous aide à soutenir nos usagers qui ont des problèmes de toxicomanie. Donc, nous nous rendons compte qu'il y a un besoin communautaire. C'est un centre communautaire, c'est un endroit où les gens se rassemblent et c'est donc l'endroit idéal pour quelque chose comme ça parce qu'on ne sait jamais qui va venir et qui va avoir besoin d'aide. Tony comprend la formation mais se demande ce qui pourrait se passer si le moment est venu d'utiliser la naloxone, également connue sous le nom de marque Narcan. J'aime à penser que je serais capable de le faire, mais je pourrais avoir besoin de quelqu'un pour me soutenir. Nous étions un peu nerveux au début, juste de savoir quelles allaient être les réactions des gens. Le fait de l'afficher dans un espace public, c'est comme faire savoir que c'est correct de le faire. J'ai du Narcan sur moi parce que j'ai des amis qui le font, mais je ne pense pas qu'il devrait être placé dans des lieux publics parce qu'il y a des enfants et tout ça.
Les agents de santé de l'État de Washington ont promulgué une ordonnance permanente permettant à quiconque ici d'obtenir la naloxone sans ordonnance. Il y a des preuves, nous ne cessons de le constater, que toutes les personnes dont vous voulez vous assurer qu'elles ont de la naloxone, ce sont les personnes qui consomment des opiacés ou celles qui ont leur roche, elles sont les plus susceptibles de voir le plus grand nombre d'overdoses. L'année dernière, plus de 110 000 personnes sont mortes de surdose de fentanyl aux États-Unis. Gaby Fuentes dit qu'aider à répondre à la crise fait partie du service que la bibliothèque rend à sa communauté. C'est un centre communautaire. C'est un endroit où les gens se rassemblent et c'est donc l'endroit idéal pour quelque chose comme ça, parce qu'on ne sait jamais qui va venir et qui va avoir besoin d'aide. 2 groupes d'experts ayant conseillé à l'unanimité à la Food and Drug Administration américaine d'approuver la mise à disposition de la naloxone sans ordonnance, des machines comme celle-ci pourraient bientôt devenir familières dans d'autres établissements publics. Les chercheurs affirment avoir identifié une forme particulièrement grave de Mpox chez les personnes atteintes du VIH à un stade avancé avec un taux de mortalité de 15% chez les patients atteints du sida. Le Mpox, anciennement connu sous le nom de monkeypox, est endémique depuis longtemps dans plusieurs pays africains, mais a commencé à se propager à travers le monde l'année dernière, affectant massivement les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Lancet, entre 38 et 50% des patients atteints de Mpox dans le monde vivaient également avec le VIH. Pour l'étude, une équipe internationale de cliniciens a examiné 382 personnes atteintes à la fois du VIH et de Mpox dans 19 pays. Ce nombre comprenait 27 personnes décédées de la maladie, soit plus d'un quart du bilan total lors de l'épidémie mondiale. Les cliniciens ont identifié une forme particulièrement extrême de la maladie qu'ils ont appelée Mpox fulminant, qui touche les personnes atteintes d'un VIH ou d'un sida avancé. Les symptômes comprennent les lésions massives et nécrosantes sur la peau, les organes génitaux et parfois même les poumons. Une nouvelle branche de la médecine utilise la technologie immersive de la réalité virtuelle pour aider les patients à faire face à la douleur chronique, à soulager l'anxiété et même à accoucher. L'approche rassemble les dernières technologies et les techniques séculaires de la méditation, comme le rapporte Mark O'Sullivan depuis Los Angeles en Californie aux États-Unis. Ce reportage est rendu par Alexandrine Olognon. Au Cedar Sinai Medical Center, une femme fait l'expérience d'images et de sons apaisants grâce à la réalité virtuelle ou ARV. En utilisant des techniques de méditation semblables à celles utilisées par les moines bouddhistes ou dans les pratiques contemplatives de certains fidèles chrétiens, apaisants pour l'esprit. Cette partie de votre cerveau qui bavarde constamment, vous parle et élabore des stratégies entrave la relaxation et la méditation. Et donc, ce que fait la RV, c'est donner aux gens l'accès à cette capacité d'inhiber cette voix intérieure bavarde. Tom Norris utilise la réalité virtuelle pour faire face à la douleur chronique. Cela permet à la personne de gérer sa propre douleur plutôt que d'être dépendante à un médecin, d'être dépendante aux médicaments. Les patients visitent des mondes imaginaires qui reflètent ce qui se passe dans le monde réel. Le casque RV surveille la respiration et le mouvement des yeux, aidant par exemple les femmes à accoucher. Nous pouvons leur montrer un arbre qu'ils sont en train de ramener à la vie et comme chaque respiration insuffle la vie à cet arbre, alors les feuilles commencent à sortir. Les applications RV permettent aux utilisateurs d'effectuer un voyage virtuel. Par exemple, s'envoler dans le ciel, survoler une chute d'eau ou sortir du Grand Canyon ou du parc Yellowstone ou n'importe où nous voulons les mettre. Il a été démontré que de telles méthodes aident les patients à gérer la douleur. Lors d'un essai aléatoire mené en 2018 et 2019 auprès de 40 femmes accouchant, celles qui ont utilisé la RV ont connu une réduction statistiquement significative de la douleur. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Pour plus d'informations sur la santé, des conseils de bien-être et des avancées médicales, restez connectés sur VOA Afrique sur voaafrique.com. D'ici à la prochaine fois, soyez en bonne santé et efforcez-vous de faire de chaque jour une journée saine.